بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire une révision en pneumologie, mais je me suis concentrée seulement sur les diagnostics différentiels. Ici, Dieu le veut, peut-être que je ferai les traitements. L'essentiel, les diagnostics différentiels, on en a besoin quand on veut prendre en charge un cas clinique dans les QCR. Commençons par la tuberculose. La tuberculose à la radio, on peut trouver des fausses images de cavité. Ce ne sont pas de vraies images de cavité, ce sont de fausses images, ou des suppurations pulmonaires, ou cancer bronchique, ou dilatation des branches, ou un kyste hydatique rompu. Comment vous apprendre ces 5 phrases? Vous imaginez une radio, vous suspectez une image cavitaire, donc ça peut être une fausse image cavitaire. Peut-être aussi c'est une suppuration pulmonaire. On a vu quand on a la suppuration, on peut trouver des images cavitaires. Le cancer bronchopulmonique, pneumologique, pulmonaire, cancer bronchopulmonaire. On trouve aussi des images qui ressemblent aux cavités. Les dilatations de branches, on a vu que le diamètre il va être agrandi et il peut ressembler à une cavité. Et la même chose pour le kyste hydatique qui est rompu. Quand on parle de l'histologie, la différenciation en histologie sera avec la sarcoïdose. On sait que la sarcoïdose se présente sous forme de granulome, mais il n'est pas casilleux. Dans la tuberculose, il est casilleux. Dans la sarcoïdose, il n'est pas casilleux. PHS, pneumonie d'hypersensibilité, et les pneumoconioses. Ces trois diagnostics sont diagnostics différentiels sur le point histologique. Donc on va répéter: la sarcoïdose, la pneumonie d'hypersensibilité et les pneumoconioses, leur histologie ressemble à l'histologie de la tuberculose pulmonaire. La tuberculose ganglionnaire, qui est la plus répandue dans les extrapulmonaires, les tuberculoses extrapulmonaires, on va penser au lymphome, on va penser aux leucémies. Bon, ils ont une relation avec les ganglions, bien sûr. Les métastases aussi. Et les infections par VIH. Tous ces 4 diagnostics font référence à la tuberculose ganglionnaire. La tuberculose pleurale, moins répandue que ganglionnaire, on peut suspecter une atteinte virale, une atteinte bactérienne, une atteinte cardiaque, ou c'est un cas post-embolique, surtout s'il s'agit d'un cas qui a des antécédents emboliques, des thromboses veineuses profondes, ou par exemple une femme enceinte qui a été en postpartum, ou n'importe quel diagnostic qui relève des caillots sanguins, etc. Aussi les lymphomes. Donc la tuberculose pleurale, on va penser aussi aux lymphomes, tout comme la ganglionnaire, plus les atteintes virales, bactériennes et cardiaques, ajoutant à cela la post-embolie. La tuberculose rénale, on va penser à 2 diagnostics. L'un, il relève du champ du rein, qui est l'hydronéphrose. Et la compression, c'est que le rein peut être compressé par n'importe quelle masse, et qu'on va la faire ressembler à une tuberculose. Donc hydronéphrose, compression. La deuxième leçon, j'ai suivi l'ordre chronologique de nos leçons à la fac. La deuxième leçon, c'est la grippe. Le diagnostic différentiel de la grippe, c'est la tuberculose pulmonaire, les rhinopharyngites ou bronchites aigus, aussi autres, puisque bronchite, inflammation, donc ce n'est pas une grippe toujours. Autres bronchopneumonie virale, comme coronavirus, Covid, l'hémophilus para-influenza, virus respiratoire syncytial, VRS, c'est un virus qui touche beaucoup plus les enfants. Adénovirus, virus de la rougeole, de la varicelle. Donc tous les virus qu'on a vus auparavant peuvent être à l'origine d'autres bronchopneumonies autres que la grippe. Les pneumonies aiguës bactériennes aussi, puisque la grippe elle est virale, donc il y a d'autres pneumonies aiguës qui sont bactériennes. Les dilatations des branches, les pathologies avec composante dyspnéique sifflante. Toutes les pathologies qui ont une dyspnée sifflante vont être un diagnostic différentiel à la TDB.
Par exemple, l'asthme bronchique. Par exemple, l'insuffisance cardiaque congestive. On l'appelle asthme cardiaque. L'asthme cardiaque, c'est l'insuffisance cardiaque congestive. Insuffisance cardiaque gauche. On l'appelle asthme cardiaque. Il est associé à une dyspnée sifflante. La BPCO aussi, elle est un diagnostic différentiel de la DDB. La bronchite chronique qui est associée au taux et expectoration. La tuberculose aussi, ici c'est la bronchite chronique, taux et expectoration. C'est un diagnostic différentiel aussi. La tuberculose pulmonaire aussi. Et l'épide. L'épide, il y a 200 étiologies. Donc n'importe quelle épide, qu'elle soit aiguë ou chronique, elle peut être un diagnostic différentiel de DDB. L'EPAC, pneumonie aiguë chronique, communautaire plutôt. Il y a le premier type de diagnostic différentiel, les infections des voies respiratoires inférieures. Ces pathologies ont des symptômes qui peuvent être très similaires à ceux de la PAC, mais ils sont sans infiltrat pulmonaire caractéristiques visibles à la radiologie. Donc la PAC, elle va montrer des infiltrats pulmonaires. Par contre, ces infections des voies respiratoires n'ont pas de ces infiltrats, donc c'est un diagnostic différentiel. Voie respiratoire inférieure. Et la bronchite aiguë, c'est une inflammation des bronches, souvent qui est virale, qui cause une toux. Et on sait que les PAC sont causés par les bactéries. Donc ils ont une similitude dans les symptômes seulement. La bronchiolite, particulièrement chez les enfants, c'est une inflammation des petites voies aériennes bronchioles qui cause un essoufflement et un sifflement. Donc elle ressemble à la PAC, mais elle n'est pas, on l'appelle bronchiolite. Donc la bronchiolite, ce n'est pas une PAC. L'exacerbation de PPCO ou d'asthme. Oui, quand il y a manifestation de BPCO et de l'asthme dans les crises, on va on va on va dire que ce sont des diagnostics différentiels de la PAC, comme la PFLA. Comment on va différencier? La présence d'un nouvel infiltrat à la radiographie permet de différencier une sérinfection bactérienne d'une simple exacerbation. Si quelqu'un présente une crise, une exacerbation d'asthme ou de PPCO, après avoir fait la radio, on va différencier s'il y a un infiltrat. C'est une PAC, s'il n'y a pas d'infiltrat, donc c'est une simple exacerbation. Deuxième diagnostic des PAC différentiels, ce sont des causes non infectieuses. Ces pathologies peuvent mimer les symptômes du pneumonie, fièvre, toux et dyspnée, aussi douleurs thoraciques, mais ne sont pas causées par un micro-organisme. Ce sont des infections, mais pas par un micro-organisme. Aussi, il y a l'embolie pulmonaire. C'est l'un des diagnostics différentiels les plus graves. Elle se manifeste par une dyspnée aiguë. Ça, c'est dans les cas cliniques qu'on a vu ça. Une dyspnée aiguë, donc l'embolie pulmonaire se manifeste par une dyspnée aiguë et une douleur thoracique, parfois associée à une fièvre. Donc la fièvre n'est pas toujours présente, mais mettez dans la tête que la dyspnée aiguë et la douleur thoracique peuvent être des symptômes de l'embolie pulmonaire. L'absence d'infection des voies respiratoires supérieures et la présence de facteurs de risque de thromboembolie. Donc pour être sûr que c'est une embolie, on va éliminer la présence de facteurs d'infection des voies respiratoires supérieures et aussi la présence de facteurs de risque comme les thromboses veineuses profondes qui sont dues à l'immobilisation ou un cancer, etc. N'oubliez pas, il y a un cas clinique d'une femme enceinte en postpartum. Puisque la femme, après, en grossesse, elle va avoir des facteurs de coagulation, leur taux est élevé. Donc, elle est sujette, elle est suspecte d'être atteinte par une embolie pulmonaire. Ce sont tous des indices importants, ce qu'on vient de dire maintenant. Troisième, non, c'est la suite des causes non infectieuses. On a l'œdème pulmonaire d'origine cardiaque. C'est très important ce point puisqu'il vient toujours. L'œdème pulmonaire d'origine cardiaque, OAP, il est typiquement causé par une insuffisance cardiaque congestive. Le patient présente une dyspnée et une toux.
Et la radiographie montre un œdème bilatéral et un cœur dilaté, plutôt qu'un foyer de pneumonie localisé. L'absence de de foyer pneumonie localisé et un œdème bilatéral, un cœur dilaté, sont avec les dyspnées et la toux, vont nous orienter vers un œdème pulmonaire d'origine cardiaque. La néoplasie pulmonaire tumeur, c'est une tumeur qui peut obstruer une branche et causer des symptômes qui ressemblent à une pneumonie, les taux persistants et la fièvre, parfois appelée pneumonie post-obstructive. Et les pneumopathies aiguës non infectieuses, il y a la pneumopathie d'hypersensibilité ou alvéolite allergique. Alvéolite allergique, pneumopathie d'hypersensibilité. Pneumonie, je me rappelle une amie qui m'a parlé de cette alvéolite allergique. Je lui ai dit, je n'ai jamais vu ce mot et je viens de le voir maintenant. Je l'ai écrit tout à l'heure, mais maintenant je me rappelle qu'elle m'a posé la question. Pneumopathie d'hypersensibilité, donc c'est l'alvéolite allergique. Je vais la mentionner ici, c'est Mona. Pneumonie médicamenteuse, et pneumonie éosinophile et pneumonie organisée cryptogénique. On va voir maintenant d'autres diagnostics différentiels de la PAC. Ce sont les infections spécifiques. Ces infections sont bien des pneumonies, mais pourquoi on va les considérer comme des diagnostics différentiels? Parce que leur prise en charge est spécifique. Ils doivent être différenciés de la PAC typique. La première chef de liste, c'est tuberculose pulmonaire. Elle est particulièrement dans les régions à forte prévalence. Elle doit être suspectée en cas de toux chronique, de fièvre et de perte de poids. L'amaigrissement, la perte de déclaration de l'état général. Et comme on est en Algérie, zone endémique, on doit penser, comme diagnostic différentiel, la première chose, à la tuberculose pulmonaire. La pneumonie à pneumocystis gyrovésii. Cette infection opportuniste, puisqu'on a dit opportuniste, donc elle va toucher les immunodéprimés. Elle touche principalement les personnes immunodéprimées, atteintes par VIH, transplantées, ou on pourra dire aussi les âges extrêmes, qui sont un peu moins démunis, qui sont démunis qui sont immunodéficients un peu. Aussi, il y a les pneumonies d'aspiration. Elle survient lorsque des substances de l'oropharynx, comme la salive, la nourriture, sont inhalées dans les poumons. Souvent chez des patients avec des troubles de la déglutition ou un état de conscience altéré comme l'éthylisme et l'AVC. Les pneumonies nosocomiales, on a dit pas que c'est communautaire, donc les nosocomiales c'est le premier diagnostic différentiel. C'est une pneumonie contractée à l'hôpital, souvent causée par des germes différents et plus résistants. Et rappelons-nous que la durée minimale pour considérer une pneumonie, que c'est une pneumonie nosocomiale, c'est que le séjour doit dépasser 48 jours à l'hôpital. Suppuration pleurale. C'est une autre leçon. C'est leur diagnostic différentiel. Pleurale, donc la plèvre. Ce sont des pneumopathies aiguës qui touchent donc les poumons. Pleurésie, le mot pneumopathie, donc c'est quelque chose qui touche le parenchyme pulmonaire. Pleurésie parapneumonique non purulente. Donc ce sont des suppurations pleurales, ce sont des atteintes pleurales, mais qui ne sont pas suppurées. Elles sont non purulentes. L'abcès du poumon aussi, c'est un diagnostic différentiel. La pleurésie interlobaire, axillaire, diaphragmatique, ces trois types de pleurésie, après avoir fait des recherches, ce sont des types qui appartiennent aux suppurations pleurales. Mais comme leur localisation elle est un peu spécifique, notre leçon, les profs, les ont considérés comme diagnostic différentiel. Et aussi, on a l'abcès sophrénique. Les suppurations parenchymateuses, elles touchent le parenchyme ici. On a deux cas. Chez un cracheur de pus, on va suspecter une tuberculose pulmonaire ou suppuration bronchique dans le cadre de dilatation de bronches. Donc, une suppuration parenchymateuse peut être similaire à une tuberculose pulmonaire, d'après un cracheur de pus, ou une suppuration bronchique qui est associée à une dilatation de bronches. Et comment on va différencier? Par une TDM, je crois une TDM c'est plus précis, ou une radio, elle va montrer les images d'une dilatation de bronche. Ici, on est devant une radio cavitaire.
On va, ici avec les suppurations parenchymateuses, on va penser à une tuberculose cavitaire. Il y a toujours absence de fétidité. Quand on a vu la leçon de suppuration parenchymateuse, on a exigé qu'elle est considérée parenchymateuse, suppuration parenchymateuse, que si le germe qui est causal ne doit pas être le BK. Et on a vu qu'il y a des germes qui ont des causes, des résultats, des conséquences de fétidité, une odeur fétide, niaisabonde. Donc, pour être sûr que c'est une tuberculose cavitaire, on ne doit pas trouver de fétidité. Et dans ce cas, elle n'est pas considérée comme suppuration parenchymateuse. Le cancer pulmonaire excavé, il va ressembler à une suppuration parenchymateuse. Comment on le différencie? Il a une paroi très épaisse et irrégulière. Le kyste rompu aussi, et les métastases excavées. Ça, c'est pour l'expiration parenchymateuse. Vous avez la tuberculose, l'expiration bronchique dans le cadre de DTB. Si on suspecte, si le cas clinique parle d'un cracheur de pus. Et si on a une image cavitaire, on va penser à tuberculose cavitaire, associée, si l'examen, si le cas clinique mentionne qu'il n'y a pas de fétidité, on va penser à la tuberculose cavitaire. S'il mentionne que la paroi est très épaisse et régulière, on va penser au cancer. S'il y a, je ne sais pas s'il y a d'autres cas, je ne pense pas qu'ils vont apporter un kyste rompu parce qu'il n'a pas trop de détails, sauf l'image hydrohyalurique. Maintenant, la leçon suivante, l'asthme. L'asthme, c'est très facile, l'asthme. L'asthme, on a 4 cas. S'il y a une dyspnée, on va suspecter une BPCO, une insuffisance cardiaque, comme on l'a vu tout à l'heure, les dyspnées, l'anémie sévère, on a vu ça en hématologie, le syndrome d'hyperventilation, autres affections respiratoires comme la DTB ou autres. Devant les sifflements, ce qui est important dans cette diapo, c'est quand il y a un cas clinique qui parle d'une dyspnée, vous pensez à toutes ces pathologies. Quand il parle d'un sifflement, vous pensez à la BPCO, l'insuffisance cardiaque, dysfonction des cordes vocales. La mienne, il n'y a pas de sifflement, mais il y a une... je voulais vous dire quelque chose aujourd'hui. Pourquoi j'ai une voix aussi rock comme celle-là? J'étais toujours... je prenais toujours le médicament de Ventoline. C'est un bêta mimétique. Donc, parmi les effets indésirables secondaires de ce médicament, c'est d'avoir une voix rock. Et je pense que c'est la cause, je ne sais pas, peut-être. Ou peut-être c'est l'âge, je ne sais pas. Peut-être c'est mon âge. Ou ma profession d'enseignement, je ne sais pas. L'essentiel. On parle de sifflement. Devant les sifflements, on va suspecter une BPCO, insuffisance cardiaque, dysfonction des cordes vocales, obstruction des voies aériennes centrales. Centrale, c'est-à-dire la trachée, les branches, les premières branches souches. On va suspecter un corps étranger, une tumeur, etc. Et devant une toux, toutes les affections respiratoires sont suspectes, ajoutant à cela l'allergie, l'insuffisance cardiaque et les médicaments. L'oppression thoracique, on va penser au BPCO, l'insuffisance cardiaque. Toujours il y a BPCO et l'insuffisance cardiaque pour faciliter l'apprentissage. Aussi l'angine de poitrine. L'oppression thoracique, on sait que l'angine de poitrine, elle a des conséquences d'oppression thoracique. Cancer pulmonaire, de différentes diagnostics différentiels de coexistence. Quelque chose à mentionner ici en asthme, ne l'oubliez pas, que l'asthme, quand il est associé à une BPCO, on l'appelle ACOS. Pourquoi? C'est un syndrome diagnostic différentiel de coexistence. Quand ils sont associés les deux avec asthme et BPCO, c'est un diagnostic différentiel. Que veut dire ACOS? Veut dire asthme, COPT, syndrome. COPT, c'est BPCO en anglais. L'essentiel, cette association, c'est un diagnostic différentiel de l'asthme. L'autre association, c'est quand il y a un asthme avec une insuffisance cardiaque. Comme on a vu tout à l'heure avec les sifflements et tout, dyspnée, c'est une association avec l'asthme. Aussi, s'il y a un asthme, c'est associé à un syndrome d'hyperventilation. Ce sont des diagnostics différentiels. Maintenant, on va parler de l'apnée du sommeil. C'est facile aussi. Quelqu'un qui a une dette chronique de sommeil,
quelqu'un qui s'endort le jour, ce n'est pas toujours qu'il a une apnée de sommeil. Peut-être qu'il n'a pas dormi plusieurs jours comme il nous arrive ces jours-ci, nous. On s'endort à tout moment puisqu'on ne dort pas bien la nuit. Donc la dette chronique du sommeil, c'est un diagnostic différentiel de l'apnée. Le problème d'hygiène de sommeil, quelqu'un qui s'endort dans une fête, dans un endroit où il y a le bruit, la lumière allumée, donc tout ça c'est une mauvaise hygiène du sommeil. Quand il y a un problème accompagnant ces rituels de sommeil, ils vont provoquer l'insomnie diurne qui vont être, on dirait, classés comme une apnée du sommeil. La somnolence iatrogène. Ceux qui prennent les psychotropes, les antalgiques, vont souffrir des symptômes similaires à l'apnée du sommeil. L'insomnie chronique, les gens qui ne dorment pas, qui ont qui toujours ils se plaignent de ne pas dormir, c'est une maladie connue, insomnie chronique, donc ils vont être perturbés le jour par des insomnies diurnes. Les troubles psychiques, syndrome dépressif. Syndrome dépressif, plus souvent, c'est c'est un diagnostic différentiel pour ceux qui ont des symptômes similaires à l'apnée du sommeil. L'hypersomnie centrale, donc c'est par le cerveau, un déficit cervical. La narcolepsie, c'est une insomnie diurne involontaire qu'on ne peut pas affronter. Quelqu'un qui dort il ne peut pas maîtriser sa somnolence. Euh, Hypersomnie idiopathique qui n'a pas de cause connue. N'a pas de cause connue. La leçon suivante, les tumeurs médiastinales. Cette leçon, on doit apprendre par cœur chaque compartiment et ses tumeurs. Mais avec cela, on doit toujours suspecter d'autres diagnostics différentiels. Ça peut s'agir d'une lésion parenchymateuse, ça peut s'agir d'un épanchement pleural médiastinal ou opacité mamelonnaire. Cette opacité peut être décelée par radiographie de profil ou des calcifications sous-cutanées ou tumeurs des parties molles ou lésions pariétales, mais avec destruction osseuse associée. Euh, donc s'il y a une tumeur du partie molle sans l'association avec destruction osseuse, ce sera des anomalies médiastinales. Donc ici, il mentionne la destruction osseuse, qu'elle doit être associée. Aussi, on a l'opacité osseo-cartilagineuse. Donc tout ce qui a relation avec la cage thoracique. La BPCO, on a beaucoup de choses à dire à la BPCO. Elle va être différenciée avec l'asthme. Et il y a un tableau à la fin qui va faire la comparaison entre les deux. L'asthme, c'est une obstruction variable du débit aérien, contrairement à la BPCO qui est permanente. Les symptômes de l'asthme, ils sont variables dans le temps. Par contre, le BPCO, ils sont d'installation progressive, mais ils vont rester tout le temps. De l'asthme, les symptômes de l'asthme, ils sont aggravés la nuit et au petit matin, contrairement au BPCO. L'allergie rhinite et au œdème présent dans l'asthme, par contre, le BPCO, ce n'est pas évident. Aussi, l'asthme, il est souvent chez les enfants et aussi chez l'asthme, il y a un antécédent familial d'asthme. C'est facile de différencier l'asthme de BPCO. Le deuxième diagnostic différentiel, c'est l'insuffisance cardiaque congestive. On l'a trouvé tout à l'heure tout le temps ensemble. La radio va montrer dilatation cardiaque et œdème pulmonaire. Donc ce n'est pas une BPCO, mais c'est une dilatation, insuffisance cardiaque congestive. Aussi, le test fonctionnel du poumon va montrer une restriction volumique, mais pas d'obstruction de débit aérien. C'est-à-dire, le VEMS ne va pas être altéré. Par contre, j'ai oublié le mot, le test respiratoire qui évalue les volumes pulmonaires, on va trouver une restriction volumique. Les DDB bronchectasie, elles donnent des débits de dilatation de bronche ou bronchectasie. Elle va montrer des grands volumes de crachat, elle va être manifestée par des grands volumes de crachat pulmonaire, généralement associés à une infection bactérienne. Donc la dilatation de bronche, on peut avoir des crachats volumineux qui sont associés à une infection bactérienne. Et à la radio TDM, on va trouver des dilatations de bronche. N'oubliez pas le fameux bague achatant, c'est-à-dire le diamètre de la bronche, il est plus volumineux, plus grand que le diamètre de l'artère du vaisseau accompagné
qui va donner un aspect d'une bague surmontée par surmontée par quelque chose de gros qu'on appelle bague de chaton. Le suivant, le diagnostic différentiel suivant, c'est la tuberculose qui débute à tout âge. Elle n'a pas d'âge précis. La radio va montrer des infiltrations pulmonaires, confirmation par microbiologie de la présence de BK et la forte prévalence locale de TBC en Algérie. Donc, on peut suspecter la tuberculose avec BPCO. La bronchiolite oblitérante, c'est-à-dire obstruante, possible chez les enfants après transplantation pulmonaire ou transplantation de moelle osseuse. Et à la TDM, on va trouver des zones hypodenses à l'expiration. Les bronchiolites, c'est l'inflammation des petites bronchioles. Les panbronchiolites diffuses, ce sont des patients d'origine asiatique. Ça ne nous concerne pas, mais ça ne va pas nous faire du mal de le connaître. C'est un sujet masculin, il est fumeur, il a une sinusite chronique. À la radio, on trouve des petites opacités nodulaires diffuses et hyperinflation. Maintenant, la comparaison. La BPCO et l'asthme sont toutes les deux sont des maladies inflammatoires chroniques. Il n'y a pas de différence. La différence, c'est les cellules intervenantes dans la BPCO sont des macrophages, CD8 et PNN. Par contre, dans l'asthme, ce sont les mastocytes, les CD4, les PNE. Donc, macrophages en BPCO, mastocytes en asthme. CD8 en BPCO, CD4 en asthme, PNN en BPCO, PNE et eosinophiles, c'est-à-dire en asthme. Le début dans la BPCO, il est progressif. Il est progressif. Par contre, dans l'asthme, c'est un début bruyant, tout d'un coup. L'apanage de l'âge dans la BPCO, c'est un adulte d'âge mûr. Dans l'asthme, jeune allergique. Et toujours, c'est les enfants aussi. Les jeunes allergiques, il n'y a pas de particularité ici. Maintenant, les symptômes. Dans la BPCO, il y a des toux, des expectorations et dyspnée progressive. Par contre, dans l'asthme, il y a dyspnée sifflante paroxystique, qui n'est pas permanente. Elle se manifeste beaucoup plus dans les crises. Le DVO par spirométrie, le déficit ventilatoire obstructif, il est peu ou pas réversible en BPCO. Par contre, en asthme, il est réversible. Et hors des crises, il est normal. La spirométrie ne va rien montrer, elle est normale. Par contre, il y a un DVO pendant les crises. Un patient asthmatique, il peut venir vous consulter, vous ne trouvez rien. Le site d'atteinte, le site d'obstruction dans la BPCO, ce sont les petites branches plus le parenchyme. Par contre, en asthme, ce sont les grosses branches qui sont concernées. Le pneumothorax, aussi c'est facile le pneumothorax. On sait qu'à l'imagerie, même ils ont dit, surtout à la radiologie, toutes les images cavitaires parenchymateuses. On les a vues tout à l'heure. Si je n'ai pas respecté l'ordre chronologique des leçons, j'aurais mis cette leçon avec la première leçon de la tuberculose pour voir que les images cavitaires se ressemblent. On va suspecter une grande cave tuberculeuse ou une grande bulle d'emphysème ou un kyste aérien géant ou un kyste hydatique rompu. Donc un kyste aérien géant, ce n'est pas un pneumothorax. La sarcoïdose, devant les adénopathies intrathoraciques, on va penser au lymphome, hodgkinien et non hodgkinien. On va penser aux tuberculoses, surtout la primo-infection récente, puisqu'on a vu qu'il y a un chancre d'inoculation avec une adénopathie satellite. Donc cette adénopathie intrathoracique, elle peut être associée à un chancre d'inoculation. LH tuberculose, surtout primo-infection récente. Aussi, on va suspecter métastases. Quand va-t-on suspecter les métastases? Quand on est sûr qu'il n'y a pas de cancer primitif connu dans le thorax. Sinon, ce seront les métastases de ce cancer. S'il n'y a pas de cancer, on va suspecter que ce sont des métastases d'autres origines. La silicose, devant les adénopathies intrathoraciques, la silicose de la leçon pneumocystose. Comment on va les différencier? Les adénopathies de pneumoconiose sont calcifiées. Par contre, la sarcoïdose n'a pas d'adénopathie calcifiée.
Maintenant, devant les pneumopathies infiltratives diffuses, donc le parenchyme ici, on va suspecter les pneumoconioses et les pneumonies d'hypersensibilité de diagnostic. Devant les lésions granulomateuses, on sait que la tuberculose a un granulome et le pneumoconiose aussi, je vais voir. Devant les lésions granulomateuses, la biopsie bronchique, on va suspecter une tuberculose bronchique et la biopsie bronchimateuse. On va suspecter ou bien les infections par BK, mycobactéries, mycose ou parasitose, ou pneumonie d'hypersensibilité, ou les granulomatoses de Wegener, puisque la sarcoïdose elle a un granulome qui n'a pas de caséum. Et aussi, on peut suspecter le voisinage d'une tumeur. Non, il n'y a pas ici de pneumoconiose dans le parenchyme. Il n'y a pas. Hein, il parle ici devant les lésions granulomateuses. Elle peut être par biopsie bronchique. On va suspecter une tuberculose bronchique. Et sur biopsie parenchymateuse, on va suspecter les infections par ces 4 germes, BK, mycobactéries, mycose ou parasitose, où on va suspecter pneumonie d'hypersensibilité ou granulomatose de Wegener, où on peut suspecter un voisinage d'une tumeur. Elles ont l'aspect comme un granulome. J'ai terminé. Les autres leçons, par exemple PID, par exemple la pneumoconiose, cancer bronchique, la leçon n'a pas mentionné les diagnostics différentiels, mais le cancer bronchique, on l'a vu dans toutes les diapos précédentes. Donc, toute maladie qui a mentionné un cancer bronchopulmonaire va être un diagnostic différentiel du cancer. Et la même chose pour la pneumoconiose. Mais je vais mentionner quelque chose. Pour le cancer bronchique, pulmonaire plutôt, quand on suspecte chez quelqu'un un cancer et qu'on veut penser à notre diagnostic différentiel, la logique dit qu'on doit, on doit dire que le diagnostic est un cancer pulmonaire jusqu'à preuve du contraire. C'est-à-dire on ne va pas penser plus à d'autres diagnostics jusqu'à nous assurer que ce n'est pas un cancer pulmonaire parce qu'il est grave. Il est grave, il a un taux de mortalité très élevé. Donc, quand on suspecte un cancer, c'est le cancer pulmonaire qu'on va chercher le plus. Après, quand on s'assure qu'il n'y a pas de cancer, qu'on va penser aux autres diagnostics. Merci pour votre attention. Et si vous voulez que je vous fasse une autre diapo, une autre leçon sur les traitements, dites-le moi.